Bonjour à toutes et à tous. Un drone iranien, un cargo singapourien et une paix qui vacille à peine une semaine après avoir été signée. Ce matin, le détroit d'Ormuz est à nouveau au cœur de l'actualité mondiale. Une attaque survenue hier soir contre un porte-conteneur en transit rappelle une vérité que les marchés voulaient oublier. La crise iranienne n'est pas terminée, elle est juste suspendu. Ce JT vous propose ce matin 6 angles pour comprendre ce que cette guerre a changé et ce qu'elle est en train de recomposer. Ce que l'attaque dit de l'accord de paix américano-iranien et de sa fragilité. Ce que la guerre a réellement coûté aux États-Unis en dollars et en influence. Pourquoi le baril recule ce matin malgré l'incident. Comment l'Ukraine en profite pour frapper la Russie au cœur pendant que l'OTAN regarde ailleurs. Pourquoi le commerce mondial résiste grâce à l'intelligence artificielle et non pas à la diplomatie, et ce que tout cela signifie pour la Réserve fédérale américaine et surtout pour nos portefeuilles. 6 actus, un fil, le monde d'après-guerre iranienne se dessine ce matin sous tension et sans certitude. On commence, bienvenue dans le JT de TV Finance. L'encre du cessez-le-feu était à peine sèche. Un cargo battant pavillon singapourien a été touché cette nuit par un projectile sur son flanc tribord dans le détroit d'Ormuz, endommageant sa passerelle. Selon plusieurs responsables américains, il s'agissait d'un drone suicide du corps des gardiens de la révolution islamique iranienne. Aucun mort, aucune pollution, mais un signal politique d'une clarté absolue. L'Iran démontre ainsi qu'il conserve la capacité de restreindre cette voie maritime vitale, et ce malgré l'accord intérimaire signé la semaine dernière avec Washington. L'attaque survient quelques heures seulement après que Téhéran avait averti les navires. Seules les routes maritimes déclarées à l'Iran garantissent un passage sûr. Plusieurs cargos ont fait demi-tour avant même d'atteindre le détroit. La réaction en chaîne est immédiate. L'Organisation maritime internationale suspend son plan d'évacuation lancé 2 jours plus tôt pour extraire des centaines de navires et plus de 11 000 marins bloqués dans le Golfe depuis le début de la guerre. Le Brent remonte au-dessus de $75. Les marchés qui avaient pricé la normalisation reprennent leur prime de risque. Ce qui se joue ici dépasse un simple incident maritime. L'accord intérimaire, je vous le rappelle, prévoit 60 jours de négociations sur le nucléaire iranien, les sanctions et l'avenir du détroit. Des discussions techniques qui devaient débuter le 30 juin prochain. L'attaque de cette nuit fragilise ce calendrier et adresse un message à Marco Rubio, actuellement en tournée dans les pays du Golfe pour défendre un accord que ses partenaires regardent avec scepticisme. Téhéran réclame un rôle officiel dans la supervision du trafic commercial dans le détroit, aux côtés d'Oman, soit une forme de souveraineté que Washington refuse catégoriquement de reconnaître. Aucun pays au monde n'a le droit de faire payer l'utilisation des voies navigables internationales, a martelé Marco Rubio à Bahreïn. Ormuz n'est pas fermé, mais il n'est pas ouvert non plus. Il est ce qu'il a toujours été, c'est-à-dire un bras de mer de 54 km où se négocie, à coups de drones et de mémorandums, l'ordre du monde. Mais l'attaque de ce matin n'est pas seulement la crise du jour, elle s'inscrit dans un bilan plus lourd, celui de ce que cette guerre a réellement coûté aux États-Unis, un coût que Washington refuse encore d'assumer publiquement. 40 ou 80 milliards de dollars, c'est le coût estimé de la guerre iranienne par les États-Unis selon le Centre d'études stratégiques et internationales. Un chiffre que le Pentagone refuse de communiquer au Congrès. Derrière ce silence comptable se cache une réalité stratégique que Washington n'assume pas encore publiquement. La guerre a révélé et peut-être accéléré le déclin de la posture américaine au Moyen-Orient. La base navale de Bahreïn, pilier de la présence américaine depuis 30 ans, a subi des dégâts majeurs. Quartier général de la 5e flotte inutilisable, terminaux satellites détruits, une douzaine de bâtiments touchés. Ce n'est pas une défaite militaire, c'est une démonstration de vulnérabilité, et l'Iran la calculée ainsi. Mondial, résultat, les conséquences géostratégiques s'articulent autour de 3 fractures. La fracture capacitaire d'abord. L'armée américaine envisage de déplacer ses centres de commandement sous terre, de réduire sa présence au Koweït et en Arabie Saoudite et d'identifier de nouveaux sites d'implantation, dont
Israël. C'est une retraite habillée en modernisation. La portée et les précisions accrues des drones iraniens ont rendu intenables des bases conçues dans les années 1990. Ensuite, la fracture alliée. Riyad a restreint l'accès américain à ces bases pendant le conflit. Les monarchies du Golfe saluent le cessez-le-feu, mais doutent de la solidité de la garantie américaine. Marco Rubio multiplie les visites dans la région sans convaincre. La crédibilité de l'ombrelle sécuritaire américaine est entamée et Pékin observe. Enfin, la fracture narrative. L'Iran a tiré 8000 missiles et drones. Il a touché le quartier général de la 5e flotte et Washington dit aucun impact significatif. Mais ce déni public face à des images satellites accessibles par le grand public alimente le doute chez les alliés et le triomphalisme à Téhéran. Bahreïn sera reconstruite, la perception, elle, ne l'est jamais vraiment. Pourtant, malgré ces dégâts et malgré l'attaque de cette nuit, les marchés pétroliers restent étonnamment calmes. Le baril recule. Explication. 75,50$ le baril hier soir, 74$ ce matin, soit un repli de 1,87% malgré l'attaque iranienne sur un cargo singapourien dans le détroit d'Ormuz. Le signal est contre-intuitif. Les marchés absorbent l'incident sans panique. Mais sous cette apparente sérénité, les fondamentaux restent fragiles. Car le repli de 40% depuis le pic de la guerre à 126$ le baril cache des tensions structurelles. Aux États-Unis, les stocks de brut sont tombés à leur plus bas niveau depuis 1984 et les réserves stratégiques de Cushing, principal hub pétrolier américain, frôlent leurs minimums opérationnels. 4 mois de paralysie partielle d'Ormuz ont laissé un trou que le déstockage post-guerre n'a pas encore comblé. Côté offre, les Émirats arabes unis exportent à nouveau près de 85% de leur niveau d'avant-guerre. Goldman Sachs anticipe un retour des exportations du Golfe à la normale dès fin juillet, soit un mois plus tôt que prévu, et a abaissé en conséquence sa prévision de Brent à 80$ le baril pour la fin de l'année. JP Morgan, elle vise 64$ en 2027. Capital Economics table sur 60$ le baril. Le consensus est donc baissier, mais surtout conditionnel. Conditionnel parce que l'accord de paix intérimaire n'ouvre que 60 jours de négociations sur le nucléaire iranien. Si elles échouent, Washington n'exclut pas de reprendre les frappes et comme l'a montré l'attaque de cette nuit, Téhéran conserve sa capacité de nuisance sur le détroit. Les marchés ont intégré la normalisation, mais sur un fil et sans filet. Les perdants structurels, ils restent les mêmes. La Russie asphyxiée, l'Iran contraint, le Venezuela en restructuration de dette. Les automobilistes français verront la baisse à la pompe d'ici 2 à 6 semaines, à condition, et c'est une condition sine qua non, qu'Ormuz tienne. Ce matin, il tient, mais à peine. Un marché qui digère l'incident iranien, pendant que sur un autre front, à 4000 km de là, une autre guerre s'intensifie discrètement. En Europe, Zelensky a franchi hier un cap stratégique. Pendant que le monde regardait Ormuz, la guerre en Europe s'emballait. Volodymyr Zelensky a officialisé hier une opération de 40 jours de frappe en profondeur contre la Russie assumée et revendiquée. 2 raffineries frappées à Oufa, à 1500 km de la ligne de front, un dépôt pétrolier touché dans la région de Krasnodar. La Crimée, elle, est progressivement asphyxiée. Coupure de courant à Sébastopol, pénurie d'essence, trains réduits, infrastructures énergétiques ciblées. L'Ukraine ne cherche plus à tenir une ligne, elle cherche à faire mal loin. C'est précisément cette pression qui inquiète les capitales occidentales, puisque les services de renseignement lettons ont lancé cette semaine une alerte formelle. Moscou préparerait des provocations hybrides contre les pays baltes ou la Pologne, c'est-à-dire des missiles, des drones ou des actions ciblées pour signifier aux Européens « cessez de soutenir Kiev ou vous aurez vos propres problèmes ». Un Kremlin acculé est un Kremlin imprévisible. Kerr Giles du Chatham House est sans ambiguïté, je le cite, « Il ne faut pas s'attendre à ce que la Russie perde progressivement. Le front
biélorusse, lui, reste ambigu. Les stations relais russes utilisées pour attaquer l'Ukraine ont été désactivées après l'ultimatum de Zelensky à Loukachenko, mais Kiev avertit, le long de la frontière, le Bélarus construit des infrastructures routières et des dépôts de munitions à vocation exclusivement militaire. Loukachenko temporise entre Moscou qui le pousse vers la guerre et Kiev qui le surveille. Le timing est donc stratégique. L'OTAN tient son sommet à Ankara ce mois-ci dans un contexte de fracture transatlantique. Trump se dit trahi par les Européens qui ont refusé l'accès de leur base aux frappes contre l'Iran, même si on a vu hier que l'Italie n'avait pas exactement tenu cette parole-là. Or, tester la cohésion de l'Alliance, maintenant, c'est la tester à son point le plus fragile. Entre Hormuz et la Baltique, deux crises, une même logique, les équilibres construits depuis 1945 se négocient à nouveau et par les armes. Deux théâtres de guerre, une même question économique, quel est le prix réel de cette instabilité pour l'économie mondiale ? Les chiffres de la Banque mondiale publiés ce mois-ci apportent une réponse, mais une réponse tout en nuances. La guerre au Moyen-Orient devait fracasser le commerce mondial. Elle l'a juste ralenti, mais pas comme prévu. La Banque mondiale, dans son rapport de juin, a bel et bien abaissé sa prévision de croissance mondiale à 2,5% pour 2026 contre 2,9% en 2025. C'est le rythme le plus faible depuis le Covid, conséquence directe du conflit. 2/3 des économies ont vu leurs prévisions révisées à la baisse, mais ce ralentissement n'est pas uniforme. La Banque mondiale elle-même pointe dans cette même étude une dynamique inattendue, la croissance du commerce lié à l'intelligence artificielle, c'est-à-dire, vous le savez, dorénavant, tout ce qui concerne les semi-conducteurs, les équipements informatiques et les infrastructures de calcul, tout ça continue de progresser, suivi de près via les indices PMI mondiaux du secteur. L'intelligence artificielle n'efface donc pas le choc géopolitique, mais elle en absorbe une partie. Les chiffres confirment le déplacement du centre de gravité économique. Les pays du Golfe Persique directement frappés par le conflit voient leur croissance s'effondrer. Celle des Émirats arabes unis est désormais attendue à 2,4% en 2026 contre 5% espéré en janvier 2026 et 6,2% mesuré en 2025. À l'inverse, l'Asie émergente et l'Inde, portées par la demande technologique, résistent mieux et restent parmi les zones les plus dynamiques au monde. La carte du commerce mondial se redessine, moins autour des hydrocarbures, davantage autour des semi-conducteurs. La guerre n'a pas arrêté les flux, mais elle a révélé en creux qui en dépend encore et qui s'en est affranchi. Ce tableau mondial a un épicentre, Washington, car c'est là que se joue l'arbitrage le plus délicat entre une croissance qui résiste et une inflation qui ne cède pas. Les chiffres tombés hier, jeudi 25 juin 2026 à Washington, dessinent une économie américaine sous tension forte, mais pas inconfortable. La croissance du PIB au premier trimestre est révisée à la hausse à 2,1% contre 1,6% précédemment annoncé. Parallèlement, l'inflation PCE, l'indicateur privilégié de la Réserve fédérale américaine, a atteint 4,1% sur un an en mai, soit son plus haut niveau depuis plusieurs années, plus du double de l'objectif de la Banque centrale américaine. Le diagnostic ne fait pas débat, c'est la guerre en Iran qui a tout déclenché. L'inflation est si élevée qu'elle efface tous les gains salariaux, résument les économistes qui parlent d'un vrai étranglement financier pour les classes moyennes et les classes modestes. Les revenus des ménages ont toutefois progressé de 0,7% en mai, soit leur plus forte hausse depuis l'an dernier, et les dépenses ont d'ailleurs suivi au même rythme, signe que les consommateurs, pour le moment, tiennent le choc. Ce soulagement attendu pourrait venir d'Ormuz. La réouverture progressive du détroit fait déjà reculer les prix de l'essence, mais les marchés ne s'y trompent pas. Ils intègrent désormais une probabilité quasi certaine d'une hausse des taux de la Réserve fédérale américaine, et ce, dès septembre prochain, avec une seconde hausse anticipée pour mars 2027, l'inverse du scénario de baisse espéré il y a encore quelques mois. Pour Kevin Warsh, le nouveau patron de la Fed, l'équation est plus qu'inconfortable, une économie qui tient, mais une inflation qui ne plie pas. Tous les regards se tournent vers Hormuz et aussi vers septembre maintenant.
Attardons-nous désormais sur ce que les investisseurs vont suivre aujourd'hui et globalement pas grand-chose à se mettre sous la dent, tout au plus l'évolution de la géopolitique et voilà l'évolution de la géopolitique, pas d'indicateur macroéconomique particulièrement sensible à suivre aujourd'hui. Regardons maintenant ce qui s'est passé sur les principales places financières de la planète hier et les marchés européens ont terminé en ordre dispersé, soutenus par le rebond du secteur technologique, mais freiné par la prudence persistante des investisseurs. Le CAC 40 a progressé de 0,55% et le DAX de 1,03%, tandis que Londres a cédé 0,65%. Les solides résultats publiés par Micron et Qualcomm ont temporairement ravivé l'optimisme autour de l'intelligence artificielle, même si le recul de plusieurs géants américains de la tech a limité l'élan. En parallèle, les marchés continuent de surveiller l'application de l'accord entre Washington et Téhéran, ainsi que l'évolution des anticipations de taux après plusieurs indicateurs économiques américains jugés solides. Dans le prolongement d'une séance européenne prudente, Wall Street a terminé sans direction claire hier, freiné par un nouvel accès de faiblesse des géants technologiques. Le Dow Jones a légèrement progressé, plus 0,14%, tandis que le Nasdaq a cédé 0,46%. Malgré les résultats solides de Micron, qui confirment la vigueur de la demande liée à l'intelligence artificielle, les investisseurs restent préoccupés par le coût croissant des investissements engagés par les grands du secteur. En parallèle, des indicateurs d'inflation conformes aux attentes entretiennent l'idée d'une Fed moins agressive, apportant un soutien limité au marché. Enfin, après plusieurs séances de correction, les cours du pétrole ont rebondi hier, signe que la nervosité reste vive malgré l'accalmie diplomatique. Au Moyen-Orient, le Brent a regagné 2,1% à 75,26$ et le WTI 2,3% à 71,92$ le baril. Si ce mouvement s'explique en partie par un rebond technique après la récente chute des prix, un incident, comme on l'a expliqué appliquant un cargo singapourien endommagé dans le détroit d'Ormuz, a ravivé les inquiétudes sur la sécurité des flux énergétiques. Le marché reste ainsi extrêmement sensible aux moindres risques susceptibles de perturber la normalisation progressive de l'approvisionnement mondial. Nous allons marquer une toute première pause dans cette édition du 26 juin et juste après, nous retrouvons Antoine Quesada qui va nous expliquer dans quelle mesure le CAC 40 réagit à tous ces événements. A tout de suite sur TV Finance.